Ok, bonjour à tous. Comme convenu, il s'agissait pour la thématique d'aujourd'hui de présenter la solution d'archivage qui est un outil développé par le cabinet Bekota dont je suis le directeur technique. Moi, Adolo et d'adjoint à l'état civil, informaticien, on va dire en archiviste, parce que ma formation de base c'est l'informatique et après j'ai eu quelques formations particulières en archivage, la gestion des documents et j'ai fait un certificat en record management. Donc, comme on l'a dit, il s'agit en fait d'écrire un peu la solution d'archivage que nous avons développée, qui est un outil métier, qui est dédié à la gestion informatique des archives. Donc, je vais commencer le temps que les gens aiguisent des questions, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de questions. J'ai vu déjà des questions passer dans les différents groupes. Je pense que c'est assez intéressant et je pense que le débat sera aussi assez intéressant. Donc, comme je l'ai dit, le cabinet Bekota est un cabinet basé particulièrement au Mali, au Burkina et puis en Guinée. On intègre des solutions d'archivage qui sont au niveau de la numérisation, de la dématérialisation des processus, de la gestion des courriers, de la gestion électronique des archives, un certain nombre de prestations liées aux archives. Donc, je pense qu'on a passé le lien du site que vous pouvez consulter après, si vous voulez, pour pouvoir mieux vous faire une idée de ce que nous faisons sur le terrain ici. Voilà. Donc, pour ceux qui ont des ordinateurs, je vais essayer de partager mon écran. Donc, tous ceux qui voient mon écran, s'il vous plaît, essayez de m'envoyer un message pour qu'on puisse s'assurer que tout le monde voit en même temps tout ce que tout le monde fait. Voilà. Donc, c'est une application web, comme je le disais, qui s'installe sur un serveur dans la maison. Chaque personne dans la maison a un compte d'utilisateur. Donc, c'est pas la peine d'aller installer sur chaque poste. Il suffit d'avoir le lien et chaque individu va se connecter et se loguer avec ce lien-là. Donc, lorsque on se connecte, on a un tableau de bord que vous voyez qui va nous permettre de nous situer sur le fond d'archives qu'on a dans la maison. Donc, ce fond d'archives-là va se spécifier d'abord en termes de quantité d'archives qu'on a. C'est ce que vous voyez ici, que je sélectionne. Et après, on a le volume de fichiers qu'on a déjà dans la base, c'est ici. Donc, à partir de cette interface, l'archiviste a la possibilité de constater le volume d'archives qu'il a déjà dans sa base de données. Ici, c'est le nombre de prêts, puisque l'archiviste, celui qui gère les documents, il a la capacité de mettre à disposition les documents. Et c'est ce que vous appelez le registre d'entrée et sortie des documents, qui est digitalisé ici, qui est dématérialisé ici, et que vous avez la possibilité de consulter et de faire des prêts de documents et d'avoir des alertes s'il y a un retard de retour de documents. Ici, c'est le journal de suivi pour identifier les personnes qui se sont connectées ou qui ont consulté des documents dans le système. Ici, c'est votre cadre et le système de production, ceux qui produisent les documents, les entités producteurs qui vont être consultés ici. Ici, c'est le paramétrage de l'organigramme de l'institution et après, nous avons, on va dire, le nombre d'utilisateurs présents dans le système. Donc, l'application, elle est simple à utiliser. C'est le menu de gauche qui vous permet de naviguer et de sortir dans le système. Donc là, directement, nous allons voir les paramétrages, les outils métiers que l'archiviste a à sa possession. Là, on a les utilisateurs, les paramètres globaux. Ça, ici, c'est particulièrement pour... Voilà. Donc là, on a la possibilité de personnaliser la durée des sessions, le mot de passe par défaut que le système va vous fournir. Comme je le disais, on a la possibilité de paramétrer votre organigramme. Donc, soit selon la profondeur de votre organigramme, on peut aller jusqu'à 5, 6, 7 niveaux. Il suffit de pouvoir identifier les différents services producteurs, les différentes entités qui gèrent comment on appelle l'organigramme de la maison. On va les identifier ici. Si je passe à 6 niveaux, on va différencier les 6 niveaux de l'organigramme et après les enregistrer. Ensuite, comme je le disais, je parlais des paramètres métiers. Ici, ce sont les services producteurs au niveau de la direction générale ou la direction. Quels sont les services qui produisent les documents? C'est ici. Finance, rédaction, organisation, moyens généraux. Tous les services que vous voulez, vous pouvez les créer autant que vous voulez. Il n'y a pas de limite. Ensuite, on a les liasses. Ici, c'est le système de classement physique. Comment les documents sont structurés dans votre maison? Est-ce qu'ils sont structurés en chemise
en sous-chemise, on va pouvoir les identifier de telle sorte que devant, quand on va numériser le document, on puisse loger la pièce ou le document numérisé dans une de ces dossiers. Après, toujours dans les paramètres, les types de documents, nature documents, on a la liste des documents qui sont dans la maison, qui sont les documents qui seront listés pour chaque type de dossier que nous avons. Si vous prenez un dossier, par exemple des ressources humaines, dans ce dossier-là, vous avez un extrait de naissance, les diplômes, tous les actes qui sont liés au contenu du diplôme, que vous pouvez lister ici. Voilà. Créer un nouveau document, par exemple, je mets facture, dossier fournisseur, je crée. Aussi, voilà. Au niveau toujours des paramètres, vous avez, comme on appelle les bénéficiaires, ça c'est des entités qui vont venir prendre des documents avec vous pour aller les consulter ou pour faire un travail bien précis. Après, on peut faire les séries. Le plan de classement, l'outil de gestion de l'archiviste, là, comme outil de gestion dans la maison. Donc ici, pardon, le plan de classement, ouais, c'est ça. Voilà, les séries. Donc, on a la possibilité de catégoriser toutes les séries qu'on veut, administration, finance, nouvelle série. Je vais identifier la série, je donne le code si je veux, Q, par exemple, ce sera servi, et par exemple, tout ce qui est finance. Et j'enregistre. Voilà. Après, j'ai la possibilité de prendre des sous-séries. Je n'ai pas fait le temps. Okay. Les sous-séries, pardon. On a la possibilité ici d'identifier le délai de conservation, le délai d'utilité administrative et toutes les entités et les informations qui sont nécessaires à l'identification de la sous-série. C'est un terme dans le tableau, le calendrier de conservation. Donc, c'est à vous par exemple, si je prends visuel, ou par exemple finance, on va dire 1A. Par exemple, c'est le code 1A, ce sera la série, par exemple, comptabilité. Tout ce qui est document de la comptabilité. Le délai de conservation légale pour lui au mois, je pense c'est 10 ans. 10 ans, oui. Voilà. Et puis le délai de conservation dans les bureaux, on va dire 1 an. Si on prend cette information. Et on enregistre. Voilà. Donc, on a fini pour la création des paramètres. Je suis allé un peu vite pour qu'on puisse avoir le temps de poser les questions. Au niveau toujours de l'adressage, on peut identifier toutes les salles d'archives, les dépôts d'archives qu'on a, les travées, les rayons, on va les codifier ici au niveau de l'adressage. Et ensuite, on peut maintenant créer un dossier. Ici, c'est le formulaire de création. Donc, je vais prendre un nouveau dossier. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut connecter la base de données à une base de données métier, de telle sorte que l'archiviste n'a pas forcément besoin de saisir toutes les données. Il n'a pas besoin de saisir toutes les données, puisque ces données-là existent dans une base métier. Donc, je peux aller, par exemple, prendre voilà. Vous voyez, j'ai chargé les données ici dans l'analyse du dossier, parce que le dossier est déjà créé dans une application métier. Actuellement, je l'ai connecté. Donc, l'analyse est déjà remplie. Je vais faire un exemple pour ceux qui sont aller un peu vite pour certains. Vous voyez, l'analyse est vide. Ici, c'est vide. Donc, quand je viens, je identifie le numéro. Si c'est des dossiers individuels, je peux utiliser le matricule ou des numéros de téléphone. Je charge les données ici. Là, il me dit le dossier existe déjà dans la base de données. C'est pour éviter de saisir des doublons. Voilà. Donc, je peux identifier les données ou moi-même me charger de décrire comment ce que vous avez l'habitude de faire. Comme ça, le dossier comme je le veux, et toutes les métadonnées, le montant, les personnes qui ont bénéficié d'un paiement, si c'est un dossier de la finance. Et je peux maintenant aller ici identifier les services producteurs. Je dis service finance, admin et finance, service de la comptabilité. C'est un document. Par exemple, j'ai pu tous créer tout de suite la Q finance, la sous-série, par exemple, comptabilité. Et le délai de conservation, vous allez voir, ça va se calculer automatiquement, par exemple, 01/01/2020. Donc, vous voyez, 2030. Il va vous calculer 2030 tout à l'heure. Et après, ici, c'est la salle où se trouve mon document, salle 1, travée numéro 5, la boîte numéro 3 sur la palette D. Donc, voilà la cote ici qui est
générer ici. Et c'est cette cote-là qui est collée sur le document ou la boîte ou le chrono que vous allez ranger dans votre salle d'archives qui vous permet de localiser demain le document en vous disant que le document se trouve en fait dans ma salle 1, étagère numéro 5, palette D, la boîte numéro 3 et c'est la série NN1A. Voilà. Et le document est composé de quoi? Dossier fournisseur, ce que j'ai sélectionné. Et si j'ai des informations complémentaires, je veux mettre s'il y a des pièces manquantes, documents manquants, par exemple, le BL qui manque. D'accord? Autre observation, je peux mettre RAS s'il n'y a pas d'observation. Et j'enregistre. Donc, il m'avait dit que le dossier, il m'avait prévenu plus tôt que le dossier existe déjà. J'ai dit oui, je passe quand même, j'enregistre. Et à la suite de ça, j'ai la possibilité de joindre des fichiers numérisés scannés dans la base de données. Vous comprenez? Donc, je vais venir maintenant joindre le document dans soit la racine du dossier, soit dans la liasse. Vous avez tout de suite, j'avais parlé des liasses. Soit c'est un contrat. Donc, je vais chercher le fichier. Je prends un fichier comme ça, recrutement fiscal. Donc, je prends, je joins simplement. Et je peux joindre autant de fichiers que je veux. Autant de fichiers que je veux, je joins. Que ce soit des PDF, des autres formats, images, tout ça. Donc, je fais nouveau si j'ai fini pour enregistrer un autre dossier. Donc, au fur et à mesure, l'archiviste va créer comme ça son fond d'archives et ses informations. Quand je reviens là, je fais gestion des données, des archives, je vais avoir la liste des statistiques qu'on avait vues tout à l'heure là, qui me donne une vue des contenus que j'ai déjà dans mon système. OK? Si je tape le numéro que j'ai enregistré tout de suite là, 76, 71 par exemple, vous voyez, ça remonte automatiquement la recherche. Ça, c'est la recherche dans l'analyse. Si je vais rechercher par le code dossier 76, 71, 33, 66, je fais entrer. Voilà, il m'a envoyé tout de suite ce que j'ai saisi, ça. Et ce qui était déjà là précédemment, ça. Vous voyez? Ce que j'ai enregistré tout de suite là, vous voyez, je peux consulter les données. C'est dans le dossier contrat, j'ouvre le dossier ici. On ne sort pas du système, on consulte le document directement dans le système. Voilà. Et je peux consulter l'autre document aussi, sans sortir du système. Après, j'ai la possibilité de pouvoir faire des états ou de faire des recherches. Parce que ce que vous devez comprendre, c'est que les utilisateurs, comme je suis passé rapidement là-dessus, les utilisateurs, on en a 6 types. Ici, vous allez les voir. Les voilà. L'administrateur, administrateur archive, assistant interne, contrôleur et utilisateur. Donc, en fonction du type d'utilisateur que j'ai créé, j'ai la possibilité de pouvoir le loger ou lui donner des accès ou des restrictions sur le système. Donc, il ne faudra pas avoir autant de menus que j'ai ici, parce qu'il est peut-être seulement utilisateur ou contrôleur. Il n'aura accès qu'au menu recherche et c'est tout. Il n'aura pas accès à la création. Si c'est un assistant, il va avoir que accès au menu dossier et recherche. Vous voyez? Donc ici, j'ai la possibilité de créer des bordereaux, des états d'archives, comment vous dites ça, le répertoire de l'archiviste. Donc si je fais aperçu, je vais générer l'état en PDF ici. Des états ici, c'était tout direction générale. Vous voyez, état des archives de la direction générale qui sortent ici. Donc, qui sont saisis dans la base. Ici, si je veux seulement état des dossiers de la comptabilité, je vais générer la liste. Vous allez voir, cette liste-là va apparaître. Vous voyez, c'est tout de suite ce que j'ai saisi là. Si vous remarquez, c'est ce que je viens de saisir, comme je l'avais mis dans la série comptabilité. Donc, je peux faire autant d'états que je veux, consultation. Ça, c'est tous les documents qui ont été pris, qui ont été prêtés. Donc, pardon, je peux prendre par la série courrier, courrier départ, courrier arrivé, ou je peux dire tout. Direction générale. Je dis tout. Il va me générer l'état de tous les dossiers qui sont sortis pour prêt. Voilà. Simplement. Et je peux faire tout ce que je veux vraiment en termes de liste et d'état que je veux. Ici, c'est les bordereaux de transfert. Si vous êtes un archiviste qui a plusieurs centres de documentation, vous pouvez gérer tous les bordereaux de transfert, d'entrée et d'envoi de vos archives. Si des gens vous envoient des archives, vous allez enregistrer les bordereaux en disant le nombre de mètres linéaires, le nombre de boîtes que vous avez pris,
la personne qui a fait le transfert et le PV du transfert signé est enregistré et scanné dans le système. Voilà. Donc, je pense qu'on n'a pas assez de temps. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont plusieurs occupations, mais je fais un survol rapide pour vous donner un peu une idée de ce que ce système va vous permettre de faire en termes de gestion des archives. Il est très simple, très facile à utiliser, maximum pour les gens qui sont du métier ou qui sont vraiment outillés en informatique. En maximum 2 ou 3 jours, on a fini la formation et vous pouvez vous-même paramétrer de A à Z le système à votre guise, aucune contrainte et vraiment la flexibilité est permise pour vous permettre de pouvoir vous-même prendre la main sur le système et l'utiliser comme vous le voulez et enregistrer autant d'archives que vous voulez et tous les types de documents de votre maison. Il n'y a pas un seul type. Si vous êtes une institution qui produisait plusieurs types de documents, RH, comptabilité, finance, je sais pas, n'importe quel métier, vous avez la possibilité d'enregistrer tous les types de documents et les classer après par typologie. Puisque dans votre maison, vous allez avoir des gens de la finance, des ressources humaines, des autres directions qui vont tous se connecter, mais qui ne verront que les documents qui sont propres à leur direction, le respect des fonds. Vous voyez? Donc, ici, quand je vais me connecter, vous voyez, ici, je vois 20 éléments. Mais peut-être celui de la comptabilité qui va se connecter va voir 10 éléments ou 3 éléments. Voilà. Donc, après, je peux faire des filtres pour sortir tout ce qui est spot télé. Il va me donner la liste, c'est 1. Je peux faire des filtres pour sortir tout ce qui est archive audio. Il va me sortir ça. Vous voyez? Donc, je vous passe la parole. Je pense que j'ai oublié certaines choses qui vont peut-être revenir dans les questions et on se donne tous la parole pour poser des questions ou échanger sur des choses, des questions que j'ai vues avant le démarrage de la présentation. Merci pour votre écoute et j'espère recevoir plein de questions et puis échanger sur tout ce que vous voulez. Merci et on est ensemble. Ok, moi je vais poser, bon, j'ai pris en cours la présentation, mais je vais poser une question par rapport à l'environnement dans lequel a été développé le logiciel. Est-ce que vous pouvez me dire sur quoi est-ce que vous avez développé ce logiciel? On a développé sur PHP au niveau du langage, particulièrement sur la plateforme Symfony, avec le framework Symfony et la base de données qui tourne derrière, c'est MySQL. On peut la connecter aux autres bases de données. Ok. Super. On a vraiment essayé de développer sur des outils libres pour éviter que nos clients soient soumis à des contraintes de licence ou des facteurs de ne pas pouvoir changer de base de données ou bien des choses comme ça parce que les plateformes sur lesquelles on allait développer, si c'est payant, c'est une contrainte. Alors que maintenant, le client n'est plus soumis à des licences annuelles ou bien des acquisitions plus tard. Voilà, donc c'est vous qui acquérez. Vous avez acquis le logiciel, c'est pour vous. Il n'y a pas à dire qu'il y a un nombre d'utilisateurs qui est soumis. Vous êtes 100, 200 utilisateurs. Si vous avez 50 sites, vous allez donner l'accès à ces 50 sites. J'ai levé la main. Bonjour à tous. Bonjour, allez-y. Bonjour. Oui, merci beaucoup encore pour cette énième très très bonne initiative. Merci encore au présentateur. Vraiment, c'est un logiciel qui me fascine parce qu'il va jusqu'à l'adressage. Tout ça, c'est vraiment formidable. Je voudrais demander, vraiment comme d'habitude, à la fin de chaque présentation, je me demande le coût. Le coût de production, là. Oui, parce qu'on a perdu beaucoup de marché à cause de cela. On t'appelle, tu n'as pas de solution, tu n'as pas de logiciel. Tu échanges avec les personnes, tu appelles un prestataire pour une cotation, il t'envoie vraiment une facture vraiment énorme. Oui. Et les gens sont découragés, ils laissent tomber le projet. Donc, tu as réfléchi, tu es décacassé, tout ça pour rien. On ne te donne plus de suite. Tu vois. Donc, vraiment, je voudrais savoir comment on peut procéder pour acquérir ce logiciel et puis bon, à combien on peut estimer. Merci. Donc, ok, ça c'est la question que tout le monde se pose quand on fait les présentations parce que on dit c'est le nerf de la guerre. Non, mais je pense que ce que nous voulons faire en tant que développeurs et puis prestataires de services en matière d'archivage, c'est ensemble, en fonction du type de projet que vous avez, les prix sont très flexibles. Je ne veux pas ici prononcer des prix. Après, on va dire, mais vous avez dit que ça fait 10 francs après, mais on voit que ça fait 50 francs.
Voilà, mais c'est pour dire que, idéalement, si vous avez un projet, moi personnellement, je prends l'engagement sur moi, ma personne, qui suis d'abord directeur technique du cabinet, chef de projet de développement de la solution et conseiller direct du DG. Donc, je peux influer sur des décisions pour qu'on puisse acquérir ou faire passer un marché si le prix est un facteur important pour qu'on puisse travailler ensemble. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas vous inquiéter pour des questions de prix. On est très, très flexible. Ce n'est pas une histoire de dire qu'on va passer à des projets de 100 millions, 50 millions, 100 millions, mais c'est des projets qui s'adaptent à l'environnement et au budget du client. C'est toujours ça sur les facteurs sur lesquels on s'adapte. Parce que si on vous dit que le logiciel il fait peut-être 10 millions ici et que vous avez un volume d'archives de 1 million de données à traiter, ça ne peut pas être le même prix. Je ne sais pas si vous comprenez ces facteurs-là. Donc, si vous nous dites de numériser 10 millions de dossiers ou 50 millions de dossiers ou 100 000 références dans la base, on peut jouer sur ces facteurs-là pour diminuer le prix du logiciel à un prix très raisonnable pour que le marché puisse passer. Vous voyez? Mais si on nous dit que c'est seulement l'acquisition du logiciel, on peut dire, bon, s'il n'y a pas de prestation derrière, nous, on peut mesurer le prix de vie. OK, voilà le prix qu'on vous propose. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, vous pouvez être un apporteur d'affaires. C'est-à-dire, vous êtes avec un client, vous avez la possibilité de dire, bon, moi j'ai un logiciel, je contacte Décotrace et ensemble, on traite un marché pour dire que si vous arrivez à faire passer le logiciel chez tel client, vous avez votre part de pourcentage sur le marché. Vous pouvez négocier en amont avec le client et vous venez en négocier ensemble pour travailler pour que vous puissiez faire passer votre marché. Donc voilà un peu la politique économique qu'on a adoptée pour que le marché, vraiment c'est pour que ça puisse être sur le marché africain, ouest africain, en tout cas toute l'Afrique, pour qu'on ait un logiciel africain qui est utilisé et qui est facile à exploiter en termes de support, de suivi et d'assistance. Voilà, c'est un peu ce que vous voulez la façon positionner. Salut à tous. Bonjour. Bonjour. C'est maintenant que j'ai pu prendre le train en marche. Seulement que je voulais avoir un petit rappel sur votre programme, c'est-à-dire le logiciel. C'est juste la prise en compte, c'est-à-dire au niveau de la gestion des archives, ou ça intègre encore d'autres modalités, c'est-à-dire au niveau du courrier, des workflows. C'est super. Parce qu'en fait, on n'a pas assez de temps. Ça va être long, peut-être. Sinon, on peut organiser notre séance où on va dérouler le module de gestion électronique du courrier. D'accord? Où on va vous montrer un module qui se greffe à celui que je vous ai présenté là. Bon, je ne sais pas si vous étiez là au début. Qui permet de gérer, qui permet de gérer le flux de courrier entrant et sortant. Donc, vous avez la possibilité, lorsque le courrier arrive au service courrier en bas ou bien, je ne sais pas, en tout cas au service courrier, le scanner le met dans le système, imputé au service concerné, et chacun va traiter, valider ou en tout cas apporter ses amendements sur le courrier. Et maintenant, le courrier va aller être classé comme clos parce que toutes les personnes qui devaient agir ont fini de travailler sur le courrier. Je ne sais pas si vous voyez. Et quand le courrier est bouclé, logiquement, s'il n'y a plus d'activité sur le courrier, qu'est-ce qui se passe? Le courrier doit être envoyé pour archiver. Et c'est là que le SAE que je vous ai présenté intervient. D'accord. Voilà. Donc, lui, le SAE va se positionner à la fin de la chaîne par rapport au logiciel de gestion de courrier. D'accord. Voilà. Et là-bas, il y a un workflow qui va être paramétré. Parce que si votre courrier, on dit que ça part à 2 niveaux, 3 niveaux, le courrier va évoluer en fonction de ça. Donc, ce workflow-là va... là-bas aussi, c'est fait de telle sorte que ça peut être flexible et gérer tous les types de courriers que vous avez, les urgents, les confidentiels, les moins urgents. Mais si vous voulez, on peut organiser une autre séance où on va revenir là-dessus. Parce que, comme on le dit, l'appétit vient en mangeant. Donc, on peut passer du SAE à la GED ou à la GEC et puis à d'autres choses. D'accord. La seconde question qui est juste un truc technique, c'est par rapport à la numérisation. C'est-à-dire pour un service qui est déjà équipé d'un programme, des outils de numérisation, qui a déjà son système de numérisation mis en place, si ce logiciel est implémenté, est-ce qu'on peut arrimer ça avec la petite base de données qui est conçue, arrimer ça avec votre logiciel, c'est-à-dire tous les documents numérisés
Est-ce que votre logiciel prend en compte? C'est-à-dire le passif d'archives numérisées qui est déjà là, c'est ça? Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut joindre ça avec Exactement, on peut le faire. On peut le faire. Vous, par exemple, il y a des projets où on arrive, il y a déjà un fonds d'archives numériques. Ce qu'on fait, on prend, puisque ces archives numériques-là sont liées à des boîtes d'archives qui sont déjà organisées, traitées. Donc, on prend ce fonds d'archives numériques-là et on enregistre, on donne les portes d'adresse du document physique au document électronique. Donc, les deux sont liés. Donc, on peut, en plus, avoir accès à la version électronique du document et aller le localiser dans la salle d'archives où il se trouve. Donc, si vous avez déjà un fonds d'archives numérisé, ça, c'est parfait. Le projet va aller assez vite. On prend les données, on commence à les enregistrer et les indexer dans le système. Ou, quand on arrive, en ce moment, la numérisation n'est pas faite. Aussitôt qu'on numérise, on fait une chaîne archivistique, c'est-à-dire l'équipe de traitement archivistique, l'équipe de numérisation et l'équipe de saisie. Donc, ceux qui finissent de traiter, envoient à la numérisation. Aussitôt que c'est numérisé, c'est envoyé à la saisie. Donc, eux se positionnent maintenant saisie et indexation des fichiers numériques. Ok, bon, la troisième puis la dernière. La troisième, ça touche un peu la sécurité. Okay. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous faisons la promotion d'un outil africain, panafricain surtout. Mais nous concurrençons aussi des domaines un peu plus énormes que vous connaissez. En termes de sécurité, c'est garanti. En termes de sauvegarde, est-ce qu'on peut aussi affirmer que c'est garanti? La sauvegarde, on peut installer des outils de sauvegarde automatique, soit sur des serveurs, on va dire serveurs locaux ou des serveurs distants. Ça, c'est vous qui voyez. Ces aspects-là, généralement, moi, en tant qu'informaticien dans ma profession, quand j'arrive, je dis impliquer le service informatique. Parce qu'on vient parler d'un tel métier qui fait de l'archivage, mais on va utiliser des outils informatiques. Donc, ces outils informatiques-là sont gérés par les services informatiques. Donc, on a toujours des réunions de cadrage avec les services informatiques. On échange pour leur dire, OK, il y a un logiciel de métier qui va gérer les archives qui arrivent. Quels sont vos protocoles de sauvegarde? S'il y a une politique de sauvegarde interne, on s'aligne là-dessus. D'accord? Ça, c'est le premier niveau. En termes de sécurité, est-ce que vous voulez comment on appelle, des clés SSL pour sécuriser les liens ou tout ça? On travaille ensemble. Si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, on vous propose, puisque ça coûte. On vous dit, vous pouvez les acheter vous-même ou bien nous, on vous propose un coût. Donc, vous allez les acheter. En termes de sécurité, il y a le premier niveau de sécurité, celui du logiciel. Il y a le deuxième niveau de sécurité qui est celui du serveur. C'est pas nous qui les gérons. Parce que vous avez un protocole interne de gestion des ressources en termes de sécurité informatique. Donc, vous allez décider de dire, tous nos serveurs sont sur cette politique de sécurité. OK? On s'aligne là-dessus. On va jusqu'au port d'accès sur la plateforme, tout ça. Si vous voulez, on sécurise les ports. On ne va pas utiliser les ports par défaut. On va utiliser des ports spécifiés de la maison si des ports sont déjà... En fait, tout ça, c'est vraiment un travail qui se fait avec les informaticiens de la maison. S'ils sont à un niveau assez élevé en sécurité informatique, on essaie ensemble de, comment on appelle ça, tailler le protocole de sécurité ensemble pour que le système vienne se coupler là-dessus. En termes de sécurité, moi, je suis informaticien, j'ai dit, il n'y a pas de sécurité zéro. Voilà. C'est généralement même les individus qui sont la première faille de sécurité. Parce que si votre mot de passe, vous l'écrivez sur votre bureau, ne vous étonnez pas que quelqu'un vienne le lier qui se connecte au système. Voilà. Donc, ce n'est pas le système qui est faillible, mais c'est vous qui avez laissé l'information accessible à tout le monde. Donc, ça veut dire aussi qu'il faut sensibiliser les acteurs pour qu'ils puissent prendre en compte ces aspects-là. Autre chose aussi, j'ai dit tout de suite là que vous avez la possibilité de vous connecter au système. Lorsque l'administrateur crée votre compte, il va vous loger quelque part dans le système pour vous donner un profil. Et c'est ce profil-là qui détermine vos actions et vos droits dans le système. Si vous avez ouvert la porte grandement à quelqu'un, il verra tout votre salon, votre chambre, tout. Mais si vous avez ouvert que les toilettes, il va aller que dans les toilettes faire ce qu'il a fait. Donc, c'est un peu dans cette dynamique-là. Donc, les utilisateurs ont un profil et sont logés quelque part dans l'organigramme de la maison, ce qui va leur permettre de voir que les documents qui sont propres à eux. D'accord. Bon, merci beaucoup. J'ai été convaincu sur tous les plans. Je crois que ça me va. Merci.